Peut-être bientôt une révolution médicale grâce à du sang universel. On va en parler, produit par un ver marin en Bretagne. C'est tout de suite dans le grand angle du 64 minutes. Bonjour Franck Zal. Bonjour. Alors, vous êtes à l'origine d'une découverte étonnante que vous allez nous expliquer en détail dans un instant. Vous êtes docteur en biologie marine, ancien chercheur au CNRS et cofondateur d'Emarina. C'est une société de biotechnologie installée, je crois, à Morlaix, dans le Finistère, en Bretagne donc. Alors, un jour, il y a quelques années, vous vous êtes intéressé à ces vers marins. C'est vrai qu'il y en a beaucoup en Bretagne. Racontez-nous ce que vous avez découvert d'extraordinaire chez ces petits êtres, ces petits vers qui se cachent très nombreux, je le disais, dans le sable breton. Et pourquoi vous avez pensé à eux ? Bah, tout à fait. En fait, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est essayer de comprendre comment des organismes colonisent des milieux extrêmes. Et ces vers, en fait, colonisent la plage, donc la zone de balancement des marées. Et la plage, en fait, c'est un milieu extrême. Et je me suis intéressé à la respiration de ce ver marin, essayer de comprendre comment ce ver respire entre la marée haute et la marée basse. C'est le ver qu'on voit là. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Donc c'est Arénicola marina. Et finalement, en m'intéressant à la respiration, je me suis intéressé au transporteur d'oxygène donc de cet animal. Il fait quoi ce ver Alors ce ver, il est dans la plage. Normalement, vous voyez des petites traces qu'on voit sur les plages, en fait, en se promenant. Mais il fait quoi, quelques centimètres? Alors la taille, c'est à peu près une quinzaine de centimètres. D'accord. Et je me suis aperçu que l'hémoglobine de ce ver marin était très proche de l'hémoglobine humaine, sans les inconvénients. C'est-à-dire. Alors on explique ce que c'est l'hémoglobine. C'est une protéine en fait. C'est une protéine qui va transporter l'oxygène du milieu extérieur vers les cellules de l'organisme. En fait, c'est un petit véhicule en fait qui transporte l'oxygène. C'est ce qui dans notre sang transporte l'oxygène vers les cellules. Tout à fait. Ouais. Sauf que notre hémoglobine à nous est inclus dans des globules rouges comme vous voyez ici. Et ces globules rouges ont un inconvénient, c'est qu'ils donnent en fait notre typage sanguin. Donc on a tous un typage sanguin, ABO, résus positif ou négatif. Voilà. Et nous on a trouvé en fait une hémoglobine qui n'a pas de typage sanguin, qui est complètement universelle et qui pourrait être transfusée à tous les groupes sanguins. Et en fait, on a trouvé l'ancêtre de nos globules rouges. En fait, il faudrait plutôt dire donc une hémoglobine universelle qu'un sang universel. L'hémoglobine, c'est une partie du sang. Exactement, vous avez totalement raison. C'est-à-dire qu'en fait, dans le sang, il y a plusieurs composés, des globules blancs, des globules rouges, des plaquettes, etc. Et nous, en fait, c'est uniquement l'équivalent du globule rouge. On peut dire que l'hémoglobine, le globule rouge, est la partie la plus importante du sang. Ah bah bien c'est évidemment, ça qui détermine le... En fait, quand on a une hémorragie ou quand on a un problème de circulation sanguine, en fait, on va décéder parce qu'on n'est plus oxygéné. Et en fait, ce qui permet d'oxygéner, c'est ces protéines. Donc grâce à ces vers, on a un transporteur d'oxygène universel, on pourrait dire ça comme ça. Ah, vous pouvez le dire comme ça, c'est-à-dire qu'Arénicola marina est un donneur de sang universel. Voilà. Alors les applications évidemment de cette découverte sont nombreuses et variées, on va le voir. D'abord on peut parler évidemment des transfusions sanguines. Si votre découverte est un jour commercialisée, j'allais dire, il n'y a plus besoin de donneurs de sang? Alors, aujourd'hui, il faut savoir que dans le monde, il manque 100 millions de litres de sang pour satisfaire les besoins de la population mondiale. Et aujourd'hui, il y a des moments où on ne peut pas transfuser. Quand on parle d'attentats, quand on parle de conflits, on a du mal à transporter en fait, du sang, parce que en fait, le sang, l'hémoglobine, il faut le transporter à 4 degrés. Et donc aujourd'hui, cette hémoglobine, nous, on peut la lyophiliser. Donc on peut avoir de l'hémoglobine en poudre que l'on peut amener en fait, sur ces zones d'accident. Et aujourd'hui, donc c'est vraiment un avantage certain, puisque en fait, quand vous donnez votre sang, vos globules rouges, on peut les garder que 42 jours à 4 degrés Celsius. Ici, on va avoir jusqu'à 50 dates de péremption. Donc, on peut faire des stocks d'hémoglobine en poudre. D'accord. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que vous êtes en recherche avec l'armée américaine qui s'intéresse à vos travaux, justement, pour fabriquer cette hémoglobine, comme vous venez de le dire, en poudre, qui pourrait aussi avoir des retombées militaires. Exactement, puisqu'en fait, quand l'US Navy est venu nous trouver, en fait, ils nous ont posé une question. Ils avaient une problématique, c'est d'amener du sang, en fait, sur les champs de bataille. Et surtout, en fait, avec une problématique bien précise pour les militaires, c'est les AVC. L'hémorragie, en fait, ils nous ont dit oui, c'est un problème, mais c'est pas le problème majeur de nos armées. Nous, nos armées, en fait, ils souffrent en fait des explosions, des bombes qui créent des AVC en fait au niveau de la boîte crânienne. Et en fait, on a besoin de molécules qui vont oxygéner le cerveau pour pouvoir transporter le militaire à l'arrière. Et bien évidemment, le fait que cette molécule puisse être en poudre, on peut l'amener en fait sur ces zones-là. D'accord. Et on pourrait leur injecter de la poudre ou on leur donner à... Alors non, en fait, voilà, c'est ça. Le produit, en fait, c'est l'équivalent d'une poche de sang qui fait 450 ml avec de la poudre à l'intérieur. On a juste à le remettre en solution avec de l'eau pharmaceutique. Et on a un produit qui est injectable. D'accord. Mais donc on aura toujours besoin de donneurs de sang. Alors le donneur de sang, oui, pour le plasma, pour les plaquettes, etc. Mais c'est quand même le composé essentiel de la transfusion sanguine. Alors vos recherches, votre découverte a aussi des conséquences pour les transplantations d'organes. Expliquez-nous. En fait, ça permettrait de mieux préserver les greffons.
Exactement, c'est-à-dire que quand vous avez un donneur qui vous allez prélever ses greffons, en fait, notamment le rein, le poumon, etc., vous le déconnectez de la circulation sanguine. Aujourd'hui, les solutions qui existent pour maintenir ces greffons, c'est uniquement de l'eau, du sel et des colloïdes. En fait, peu importe, mais il n'y a pas de composé qui permet d'oxygéner. C'est le liquide dans lequel on met la greffe. Exactement. Et nous, en fait, l'idée qu'on a eue, c'était de mettre ces molécules dans ces solutions-là, et on est capable considérablement d'augmenter le temps de conservation de ces greffons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand un greffon est déconnecté de la circulation sanguine, il va mourir en fait par le manque d'oxygène. Nous, on lui amène un transporteur d'oxygène dans ces solutions-là, ce qui permet de multiplier par 2 ou 3 le temps de conservation d'un greffon. En sachant qu'aujourd'hui, en fait, la greffe, c'est un véritable problème de santé publique, puisqu'il y a 1000 patients tous les ans sur liste d'attente, et il y a à peu près 500 personnes qui décèdent par manque de greffons disponibles. Et ça c'est déjà en application. Vous avez déjà sauvé des vies grâce à ça? Alors exactement. Donc on a eu une autorisation d'un essai clinique qui s'appelait en fait Oxiop. Donc on a fait 60 transplantations et ça s'est extrêmement bien passé en fait, puisqu'en fait l'étude c'était une étude de sécurité et on a passé en fait tous les critères de sécurité en fait de cette molécule. Alors j'ai vu aussi que votre découverte, une autre application, ça pourrait être des pansements thérapeutiques. Alors toujours le même principe, c'est-à-dire tout ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est basé autour de délivrer de l'oxygène. Et il existe des plaies, notamment des plaies que l'on va trouver chez les personnes qui souffrent de diabète, qui sont des plaies difficilement cicatrisables. D'ailleurs, le papa de notre Premier ministre est décédé de ça. C'est en fait un problème d'oxygénation de ces plaies. Et on a eu l'idée de greffer ces molécules dans des matrices qui sont des gels, et on augmente considérablement la vitesse de cicatrisation de ces plaies par oxygénation locale. On pose une compresse avec du gel. Voilà, dans laquelle il y a Exactement, dans lequel il y a nos molécules. Et donc la cicatrisation s'accélère. Oui, on a des données qui montrent que ça s'accélère de plus d'1 mois par rapport à la normale. Alors il y a aussi, j'ai vu une application dans la chirurgie osseuse, ça pourrait aider à régénérer les os. Alors voilà, on est toujours dans le problème de l'oxygénation et on travaille avec des personnes qui travaillent sur ce qu'on appelle les cellules souches ou la médecine régénérative. Où on a réussi en fait à recoloniser des matrices cartilagineuses ou des matrices osseuses pour faire des greffes, je dirais, vivantes, ostéo-intégrées en fait de ces produits-là chez les personnes. D'accord. Où est-ce que vous en êtes dans votre processus, j'allais dire, de commercialisation de ces découvertes? Alors le premier produit... Parce que vous avez commencé, je crois, il y a une dizaine d'années. Oui, c'est ça. On a commencé en 2007. Et donc, bon, l'innovation, ça demande du temps, surtout dans le domaine de la santé, puisqu'il y a énormément de réglementation. Et donc, en fait, le premier produit qui s'appelle Hémo de Life, qui est un produit pour préserver les greffons, ce produit-là est terminé. Donc, les essais cliniques ont montré en fait des effets positifs, en tout cas pour la safety, la sécurité du produit. Donc ça, il pourrait être produit à grande échelle. Exactement. Donc aujourd'hui, dans notre timing, c'est en fait une commercialisation fin 2018, début 2019. D'accord. Et pour les autres applications, là, il y a quoi, des tests encore à faire? Alors les pansements, c'est pareil, c'est à peu près 2-3 ans pour le voir arriver sur le marché. Le sang artificiel ou l'équivalent du transporteur d'oxygène thérapeutique, bon, c'est encore quelques années, puisque là, on est vraiment dans un processus d'enregistrement du médicament. Alors, je pense qu'il faut aussi, j'imagine qu'il faut aussi beaucoup de vers marins pour produire, pour travailler d'abord pour faire vos recherches et puis pour produire après. Vous avez passé, je crois, un accord, vous faites de l'élevage de vers marins, en fait. Si pas vous, en fait, une autre entreprise qui s'appelle, je crois, Aquastream dans le Morbihan, c'est ça? Alors, c'est ça. Donc, en fait, bien évidemment. Il faut en produire des milliers et des milliers. Alors, pas forcément, parce qu'en fait, c'est très, très actif à faible dose. Et en fait, finalement, bien évidemment, on n'allait pas défauner toutes les plages en Bretagne. On est en vrai des écologistes aussi avant tout. Donc, on élève, en fait, ces vers marins dans des fermes. Donc, Aquastream, c'est un de nos partenaires, mais on a aussi acheté une ferme, en fait, à Noirmoutier, sur l'île de Noirmoutier, qui s'appelle la ferme marine de Noirmoutier, où on élève notre matière première à partir d'une source génétique bien identifiée. Et où vous trouvez les financements pour financer toutes ces recherches? Alors, on a levé des fonds. Donc, au démarrage, donc, on était sous le mode start-up. Donc, on a levé des fonds auprès d'investisseurs privés, donc, qui sont des particuliers, des banques, des fonds d'investissement. Et donc, c'est une société qui est en train de vraiment décoller d'une façon assez incroyable, avec toutes les applications et énormément, en fait, de personnes qui veulent rejoindre, en fait, l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres applications qu'on n'aurait pas évoquées encore? Oui, bien sûr. Il y a des applications pour diminuer le coût de la fabrication des produits biologiques de type anticorps monoclonaux. Ça vous parle peut-être pas, mais c'est ce qui sert aujourd'hui pour la cancéro. Aujourd'hui, c'est des prix extrêmement élevés parce qu'ils ont des problèmes de rendement de fabrication de ces produits. On a montré qu'on était capable de diminuer les coûts de fabrication de ces produits-là. Donc, on a parlé des tests, de la certification, de la commercialisation. Il n'y a plus que le prix Nobel qui vous attend dans les quelques années à venir. Parce que ça, si vous parvenez à révolutionner tout ce dont nous avons parlé, c'est vraiment une révolution dans le domaine médical. Aujourd'hui, c'est vraiment une innovation de rupture dans le domaine médical. Mais avant le prix Nobel, nous, on est fiers, on est contents, c'est d'avoir déjà sauvé 60 personnes.
Ben écoutez, en tout cas, bravo, hein, c'est tout ce que je peux vous dire. Et en tout cas, on suivra vos recherches. Merci d'être venu en parler sur le plateau du 64 minutes. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va passer